plusieurs épreuves dans lesquelles moi ou les représentants du barreau étions à chaque fois présents, et nous avons pu voir à la fois leurs efforts, leur progression, et les encourager, les féliciter. Comme je l'ai déjà dit les autres fois, c'est pas toujours facile de s'exprimer à l'oral, pas facile de s'exprimer en public, les études le permettent pas toujours, et quoi qu'on fasse ensuite, qu'on soit magistrat, qu'on soit avocat, qu'on soit consultant ou autre, savoir présenter ses idées, bien les présenter. Bien sûr, il faut qu'il y ait des contenus, on ne juge pas, aujourd'hui on ne va pas juger nécessairement les effets de manche, même si je sais que pour cette finale, ils auront revêtu des robes de conseil. Ce qui va compter, c'est à la fois la manière dont ils vont le présenter et également le fond. Alors maintenant, je crois que j'ai déjà trop parlé. Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, nous y sommes. La grande finale tant attendue du concours pratico-droit est sur le point de débuter. Et quel lieu plus prestigieux que l'imposante salle de la cour d'assises pour accueillir une dernière fois nos brillants orateurs. Cette salle aura déjà été de nombreuses fois le théâtre de débats, d'affrontements, parfois même de duels, et j'ai pas de doute sur le fait que nos remarquables candidats seront du faire honneur. C'est donc avec émotion que j'ouvre aujourd'hui pour la dernière fois le concours pratico-droit. Et quel concours! Lorsque j'ai obtenu la présidence de cette association, j'étais loin d'imaginer à quel point cette aventure allait être riche. Riche en rencontres, en émotions, riche aussi en rebondissements malheureusement, mais surtout et avant tout, riche en éloquence. Nous nous sommes lancés le défi en septembre avec les membres du bureau de faire renaître cette association qui, nous le savions, avait déjà permis d'offrir au monde de l'éloquence de très belles nouvelles générations d'orateurs. En effet, ce n'est pas la première fois que les étudiants valtais démontrent leur capacité oratoire et parviennent à faire trembler les plus prestigieux candidats de France. Mais assez parlé du passé. Ils sont aujourd'hui 6 candidats, prêts à s'affronter une dernière fois devant vous lors de joutes oratoires de haute volée. Mesdames et messieurs, ce sont des plaidoyers dignes des plus grands qui vont être déclamés devant vous. Et vous allez ainsi avoir le privilège d'assister à la consécration des grands lauréats de cette finale. Lauréats qui auront ensuite la chance et l'opportunité de porter nos belles couleurs vantaises lors de l'illustre concours national d'Alsace. Pour clôturer comme il se doit cette 9e édition du concours pratico-droit, ce sont 6 jurys prestigieux qui ont accepté la lourde tâche de départager nos finalistes. Laissez-moi ainsi tout d'abord vous présenter celui qui nous fait l'honneur de venir siéger à une place qu'il connaît si bien, M. Danilo, le président du tribunal judiciaire, que je profite d'ailleurs pour remercier pour son hospitalité et son accueil dans ce lieu. À ses côtés, Maître Guénaud Lepart, bâtonnier du barreau de Vannes, qui a accepté exceptionnellement de passer de l'autre côté de la chaire pour faire bénéficier de son expérience au candidat. C'est également le cas de Maître Gastine, qui elle aussi a très gentiment accepté notre proposition. Et à ses côtés, Madame Bud, qui elle aussi a très gentiment accepté de notre proposition et qui est juriste assistant au sein du tribunal judiciaire. Nous avons également la chance de retrouver Madame Charmet, avec qui nous avions ouvert le concours en septembre et qui nous fait le plaisir d'être de nouveau à nos côtés pour le clôturer aujourd'hui. Monsieur Danilo disposera, en sa qualité de président du jury, d'un vote décisif en cas d'égalité. C'est donc tant sur le fond de leurs propos que sur la forme de leur prestation que les candidats se devront d'exceller ce soir. Mesdames, messieurs, au commencement ils étaient 20. Ce soir, ils ne sont plus que 6, et seuls 3 d'entre eux seront sacrés grands lauréats du concours pratico-droit 2023. Alors, à vos mots pour nous convaincre, nous persuader, nous émouvoir, à vos tiras pour nous surprendre, nous faire vibrer et nous marquer. Que le meilleur gagne. Je vous remercie. Monsieur le juge, mesdames, messieurs les assesseurs, mesdames, messieurs. Mon client, monsieur Gourmet, est coupable. Coupable d'avoir aimé, coupable d'avoir eu confiance en son épouse. Et ce sentiment d'aujourd'hui n'est plus. Ainsi, laissez-moi tout d'abord commencer en vous racontant la triste histoire d'un amour perdu. En l'espèce, monsieur Gourmet et madame Vey se sont rencontrés pour la première fois à l'Institut Paul Bocuse. Mais leur histoire commença réellement lors d'une douce nuit de 14 juillet. Ils passent alors une agréable soirée avec leurs amis respectifs. 20 heures, quand ils se croisent pour la première fois, et coup de foudre.
nos deux protagonistes nous tombent aux amours. 21h. Des regards complices, des sourires vont très vite laisser place à la discussion et au rire. Minuit, le ciel noir s'embrase et nos deux amoureux s'embrassent. Voilà, mesdames, messieurs, la première chose que me racontait mon client, M. Gourmet, lorsque je l'ai rencontré. M. Gourmet aimait sincèrement sa femme. Après cette rencontre, les amoureux se marièrent en 2003. Madame Gourmet décida d'arrêter ses études pour élever leur fille, puis leurs deux jumeaux. Et c'est ainsi M. Gourmet, l'époux, qui survient aux besoins financiers de la famille. En effet, celui-ci va se donner corps et âme à son travail. Les années passent, les enfants grandissent, M. Gourmet est toujours impliqué au travail, délaissant par moments sa femme. Sa réussite va conduire celle-ci à écrire un livre de cuisine au nom de Gourmet, ce qui sera malheureusement un échec cuisant. Elle va ainsi se rapprocher d'un de ses lecteurs, mais se rapprocher un peu trop, ce qui va mettre dans une colère noire et une jalousie profonde mon client, M. Gourmet. Mais malgré cela, celui-ci l'aime toujours. Il l'aime profondément. C'est ainsi que nos deux époux vont décider de discuter, se réconcilier, s'excuser en admettant chacun leur tort, le délaissement d'un côté et la tromperie de l'autre. Mais cette fresque n'était qu'un trompe-l'œil. Par la suite, Madame Gourmet va réitérer sa faute en s'inscrivant sur un site de rencontre. Mesdames, Messieurs, le mariage est le cadre juridique qui expose cette œuvre d'art qu'est l'amour. Or, lorsque la tour est détruite, ne devons-nous pas défaire ce cadre? Ainsi, mesdames, messieurs, je vous demande, devez-vous prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Gourmet? Je vais tout d'abord vous démontrer que mon client est de bonne foi, qu'il s'est réconcilié avec sa femme, et que seule son épouse est réellement fautive, que celle-ci est coupable d'avoir détruit cet amour. Alors, j'imagine déjà la défense dépeindre un tableau d'un époux malade, malade d'un travail acharné, un malade qui aurait délaissé sa femme et sa famille. Mais quelles sont les raisons de cet acharnement au travail? La nécessité de faire fonctionner la famille, prévue non pas seulement par la morale, mais par la loi. Par l'article 203 du Code civil, je cite, « Les époux contractent ensemble l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants. » En l'espèce, nous l'avons vu, il s'agit de 3 enfants à nourrir, dont 2 jumeaux, ce qui nécessite dès lors des fonds importants, des fonds financiers importants pour la famille. Les époux ayant décidé conjointement de cette situation, l'épouse quittant ses études pour subvenir aux besoins fonctionnels de la famille, et l'époux travaillant d'arrache-pied pour subvenir aux besoins matériels. Voilà les raisons pour lesquelles M. Gourmet se détache sur un certain aspect à sa famille, et qui expliquent cette faute qu'il a pu réaliser. Et nous le concevons totalement. Mon client reconnaît avoir enfermé, et ça malgré lui, sa femme, dans une vie monotone, alternée entre tâches ménagères et changer les couches. Mon client le regrette. C'est lorsque celle-ci s'est retrouvée dans les bras d'un autre homme que celui-ci s'est révélé et a compris tout le mal qu'il lui faisait. À l'aube de cette découverte, les époux discutent de cette situation et s'excusent. Ils vont se réconcilier. La réconciliation est prévue par la loi, plus précisément par l'article 244 du Code civil, qui indique alors que lorsque les époux se réconcilient, les faits allégués pour lesquels ils se pardonnent ne peuvent être invoqués comme faute pour le divorce. Ils peuvent seulement être rappelés pour affirmer une faute qui a été réitérée après ce pardon. Or, en l'espèce, réconciliation il y a eu entre les époux Gourmet. M. Gourmet a avoué sa culpabilité, celle d'avoir délaissé sa famille, celle d'avoir délaissé sa femme, et a excusé celle-ci de son infidélité, dont il était intimement convaincu d'être la cause, ayant une bonne foi. Et Mme Gourmet a accepté ses excuses et a maintenu la vie commune, en pleine connaissance de cause. Rien n'empêchait l'épouse de mettre fin à celle-ci, aucune pression financière ou familiale la forçait à vivre toujours avec son mari. Donc celle-ci a pardonné son époux et s'en est réconciliée. Ainsi, les fautes suivantes sont pardonnées. L'infidélité de madame, mais également le délaissement de monsieur. Donc pour ces raisons, et je m'adresse aussi à la défense, ces faits ne peuvent être invoqués pour cause de divorce. Cependant, il est possible d'établir une nouvelle faute à l'égard de madame Gourmet.
me permettant d'invoquer ce type de divorce. J'aimerais tout d'abord rappeler l'article 242 du Code civil, qui définit alors le divorce pour faute. Il dispose que celui-ci peut être demandé par les époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage s'immiscent dans les couples. L'adultère est une faute grave. La fidélité reste quand même un des devoirs fondamentaux des époux, au sens de l'article 212 du Code civil. Respect, fidélité, secours et assistance. Et la jurisprudence vient préciser les cas d'adultère. Le 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce alors sur la faute d'un des époux de s'être inscrit sur un site de rencontre, faisant alors greffe au devoir de fidélité, mais également de respect. Ce qu'en l'espèce, Madame Gourmet a fait, traduisant ainsi la volonté de s'écarter de son époux et de manquer à ses devoirs. Malgré ce qu'elle pourrait vous dire, je n'ai pas rencontré d'autres hommes, le mal est fait. Elle s'est inscrite sur ce genre de site. Et vous savez, l'on ne s'y inscrit pas pour voir ce que l'on rate sur le marché. L'on s'y inscrit pour consommer ce qu'il y a sur le marché. Moi-même, étant inscrit sur ce genre de site, je vous assure que l'objectif n'est pas de parler de la pluie et du beau temps, mais bel et bien de rencontrer des personnes pour consommer le fruit défendu. Je ne vous ferai pas de dessin. Excusez-moi. Pour Stendhal, dans son ouvrage L'amour de 1822, l'on projette de ce qu'on aime notre idéal. Mais pour M. Gourmet, l'infidélité n'est pas un idéal. Pour lui, son amour n'est plus. Pour lui, le maintien de la vie commune est devenu insupportable. Ainsi, c'est à cause de Madame Gourmet que ce tableau d'amour est mort, assassiné d'abjects coups de pinceau, dénaturant pour de bon cette si belle toile qu'elle a. Ainsi, monsieur le juge, je vous demande de prononcer le divorce de ces époux aux torts exclusifs de Madame Gourmet, d'attribuer la garde des enfants à monsieur Gourmet, eu égard à la situation patrimoniale des parties, de lui laisser la jouissance du domicile familial pour ces mêmes raisons. Cependant, comme je vous ai dit, mon client monsieur Gourmet est bonne foi. Il est donc prêt à délivrer une pension alimentaire pour respecter son devoir de secours. Messieurs, dames, je vais finir sur ces quelques mots. Aimer, c'est monter si haut. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Célèbre passage de la comédie musicale de Roméo et Juliette. Monsieur Gourmet a aimé. Monsieur Gourmet est monté si haut que désormais la chute est devenue fatale et que son amour perdu repose désormais au tombeau. Je vous remercie. Mon très cher collègue vous a raconté une belle histoire. Une belle et tendre histoire. Une histoire que l'on aimerait tous vivre. Un coup de foudre. Une belle soirée de 14 juillet, l'euphorie de la fête nationale, un baiser échangé et la naissance d'un amour éternel. Hélas, n'en déplaise aux plus romantiques d'entre nous, et bien que l'amour soit à l'être ce que la fleur est au parfum, l'amour n'est pas toujours éternel. Et même les plus douces et les plus belles des fleurs peuvent un jour se faner. Comment décrire l'amour? C'est chose bien complexe, et là n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le mariage, en plus d'unir par des liens sacrés deux personnes qui s'aiment, est une institution. En tant qu'institution, on peut la décrire de manière pragmatique. C'est un contrat juridique passé entre deux personnes. En vertu de l'article 212, il les engage au respect, à la fidélité, au secours et à l'assistance. Et, en vertu de l'article 215, il les engage à une cohabitation, un devoir de vivre ensemble et un devoir de communauté de vie. Alors certes, ma cliente a commis des fautes abjectes, impardonnables. Mais n'oublions pas que les devoirs du mariage sont réciproques. Et cela, la partie adverse semble l'avoir omis. Alors qu'une épouse, qui pensait avoir trouvé le bonheur, avoir droit à son conte de fées comme toute femme un jour en a rêvé, s'est vue délaissée par son mari durant des années. Les fautes reprochées à ma cliente sont indiscutables, et sa situation ne les rend pas excusables. Elle a commis la pire des trahisons, l'adultère. Mais cette faute, bien qu'elle reste une faute grave en ce qu'elle viole le devoir sacré de fidélité, lui a été pardonnée. Et cela, M. Gourmet ne
pour son projet professionnel au détriment d'elle-même. Elle s'est consacrée pleinement à la vie de sa famille, pour sa fille, pour ses jumeaux, au détriment de sa carrière et de son indépendance. Mesdames, pourriez-vous un instant imaginer dépendre totalement de votre mari? La moindre envie, la moindre dépense ne peut se concrétiser sans lui. Et en plus de cela, il n'est jamais là. Jamais présent à vos côtés quand la vie devient difficile, que les enfants font des bêtises ou que les professeurs vous convoquent. En bref, ma cliente voit sa vie régie par le fantôme d'un despote absent. Elle doit, pour faire quoi que cela soit, obtenir l'avis favorable d'un dictateur immatériel, dont la présence n'est que contrôlée. En somme, c'est un peu comme si ma cliente était mariée avec Christophe. Parce que M. Gourmet n'était pas là pour la féliciter de sa victoire au concours de pâtisserie. Toujours pas là quand elle a essayé d'écrire son livre pour avoir un peu plus d'indépendance. Et encore pas là quand cette entreprise a échoué. Au final, peut-on vraiment jouer la carte du manichéisme et reprocher sans vergogne une faute pardonnée à ma cliente lorsque l'on ne respecte même pas, avant même les devoirs du mariage, les devoirs essentiels d'un couple? Ce réconfort, dont ma cliente avait désespérément besoin, elle l'a cherché là où elle pouvait le trouver, chez un autre homme. Elle s'est donc inscrite sur un site de rencontre. Mais très vite, elle rencontre l'un de ses lecteurs dans la vraie vie et elle se désintéresse de ce fameux site. Elle vit alors avec lui une courte idylle. Une idylle? Certainement pas. Elle regrette, elle s'en veut et avoue tout à son mari. Et alors, bien que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 avril 1980, considère l'adultère comme une faute suffisamment grave pour considérer le maintien de la vie commune intolérable et permettant ainsi de demander le divorce pour faute, Éric lui pardonne. Il lui pardonne. Soulagement! Léna ne pense plus qu'à une chose, oublier ce qui s'est passé, tirer un trait sur cette histoire. Elle oublie alors ce fameux site, chose ayant rejoint cette histoire passée. Mais par malheur, Éric découvre ce conte et est aujourd'hui persuadé qu'elle le trompe à nouveau. Mais voyez-vous, dans cette affaire qui n'est pas si simple, il ne s'agit pas ici exclusivement d'une affaire d'adultère. Il s'agit ici d'une affaire d'abandon, de manquement à ses devoirs essentiels dus au mariage, ses devoirs d'époux, mais surtout ses devoirs de père. Parlons-nous de l'article 213 du Code civil, qui oblige les époux à contribuer à la direction matérielle et morale de la famille. Pardonnez-moi, chers confrères, mais peut-on vraiment dire que monsieur les a respectés à la lettre? La direction morale, matérielle de la famille se règle par des conventions matrimoniales. Si elles n'existent pas, les époux y contribuent en fonction de leurs capacités respectives. On peut donc d'office exclure la cliente de participer financièrement au maintien de la famille, étant donné sa situation professionnelle tout bonnement inexistante, chose pour laquelle d'ailleurs il pourra remercier le mari parfait qui me suit. Par ailleurs, la jurisprudence nous soutient sur ce point, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 juin 1970, auquel je vous renvoie. Cependant, un père ne peut déroger à son devoir de direction morale de sa famille. Un père ne peut déroger à son devoir de participer à l'éducation de ses enfants. Il faut les aider tous les jours, pour l'école, pour les devoirs, ou pour les questions que tout enfant se pose. Un enfant qui découvre la vie, le monde et la société. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, cher public, ne vous est-il jamais arrivé, quand votre enfant vient vous poser une question à laquelle vous n'avez pas du tout envie de répondre, de l'envoyer à son autre parent, le fameux « demande à ton père ». Parce que voyez-vous, un couple c'est une équipe. Une équipe, c'est quand même moins rigolo quand quelqu'un l'ajoute personne. Demandez à Didier Deschamps ce qu'il en pense. Un enfant a besoin d'équilibre, grandir et se construire. Cet équilibre est possible quand chaque parent est présent. C'est pourquoi la loi oblige les époux à la participation commune de la vie de la famille et à la cohabitation, afin de construire un foyer sain pour les enfants. La jurisprudence a à de nombreuses reprises affirmé que l'abandon du domicile familial constitue une faute grave. Et cette situation a rendu pour ma cliente la vie commune intolérable. Si toutefois on peut parler de vie commune dans cette histoire. Ainsi, selon l'article 242 du Code civil, la situation actuelle permet de constituer une
faute commise par monsieur et d'instituer une demande conventionnelle afin que le divorce soit prononcé au tort partagé des époux en vertu de l'article 245 du Code civil. C'est pourquoi nous demandons à titre primaire le prononcé du divorce au tort partagé des époux et à titre secondaire sur les effets du dit divorce, la garde exclusive des enfants mineurs en vertu de l'article 373-2-1 du Code civil au nom de l'intérêt de l'enfant. Car imaginez, monsieur, s'occuper d'enfants à plein temps alors que quand il n'est que père à mi-temps, qu'il a sa femme sur qui se reposer, il n'y parvient même pas. Nous demandons, au titre de l'article 270 du Code civil, le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 300 € par mois, en espérant que ceci permettre enfin à ma cliente d'obtenir un peu d'indépendance. Et ainsi qu'une pension alimentaire également de 300 € par mois en vertu de l'article 373-2 du Code civil. Nous demandons également à ce qu'elle puisse conserver son nom d'épouse. En effet, elle présente un intérêt important étant donné que c'est sous ce nom-là qu'elle a écrit son livre, en vertu de l'article 264 du Code civil. Et enfin, en vertu de la jurisprudence d'Aix-en-Provence du 3 mai 2011, portant sur le versement de dommages et intérêts pour abstinence sexuelle dont ma cliente a été victime, nous demandons le versement de 55 000 € selon les attributions de dommages et intérêts. Merci beaucoup. Avez-vous entendu parler de l'affaire de l'agression de la rue des Castors? Non? Elle a pourtant fait la une des journaux quotidiens à son époque. Laissez-nous vous en rappeler les faits. Béatrice Létrange, retraitée de 80 ans, avait agressé son voisin en pleine nuit d'un coup malfoi. Quel choc! Celle que l'on surnommait la grand-mère de la rue des Castors aurait-elle filé un mauvais coton? Cette riche octogénaire animait la rue en proposant des ateliers aux plus grands et aux plus petits, notamment par son association, l'Académie des Beaux-Gutons. D'après un peu plus de 10 ans, cette association permet à la vieille dame de réunir les pères de famille du quartier autour des fourneaux en leur apprenant à concocter blanquettes de veau, boudin noir et autres délices à la française. D'après elle, ces engagements lui font passer le temps. Quand on est riche, on s'ennuie, affirme-t-elle. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, je commencerai par un aveu. Je suis coupable car lorsque la plainte de Monsieur Malfoy m'est arrivée, j'ai rigolé, j'ai douté et j'ai même voulu l'ignorer. Après tout, les faits semblent être simples, transparents. Selon la déposition de Madame Létrange, alors qu'elle rentrait d'un pas décidé d'une soirée dansante arrosée de quelques verres de gin, elle a cru remarquer que quelqu'un la suivait, un homme, nommé Monsieur Malfoy, plus précisément un cerf d'une carrure imposante. Cet homme ne lui était pas inconnu, car il était habitué des cours de cuisine de Madame, qui étaient animés dans le cadre associatif. Elle lui demanda alors ce qu'il faisait là. Il lui répond qu'il rentre chez lui. Elle lui tourne le dos pour rentrer, mais là, elle jette un dernier coup d'œil derrière elle. Elle jette un dernier coup d'œil derrière elle et elle le voit à 1 mètre avec un couteau de cuisine dans les mains. Dans la panique, elle claqua le portail sur les doigts de monsieur qui tentait de l'atteindre. Monsieur perdit 2 doigts par la suite. Et le comble de l'ironie est que c'est lui qui porta plainte contre Madame pour avoir perdu ses doigts. Ainsi, Monsieur Malfoy serait de mauvaise foi. Telles furent mes premières pensées. Après tout, la victime de ce cauchemar apparaît comme étant une vieille dame appréciée de tous, et monsieur semble avoir été tenté de l'agresser. Ma volonté était donc ferrée à glace. Je serai devant vous tel un Cyrano de Bergerac, à la plume serve, mais à la parole libre. À la suite de cette déduction, je sentais que mon devoir était accompli. Je m'ai mis alors au lit à lire un livre, ou plus particulièrement les nouvelles de Sherlock Holmes. Après les premières pages, je fus compris par une affirmation. Il n'y a rien de tel que l'évidence. L'évidence, cette croyance qui s'impose d'elle-même, cette compagne fidèle qui aide notre jugement serait traître. Qui, c'est le fameux paradoxe de la causalité. Après tout, comme l'affirme lui-même David Hume, Leibniz ou encore Sherlock Holmes, c'est le propre de l'homme de tirer des conclusions de simples croyances.
Après tout, qui ne s'est jamais cogné le petit orteil dans la table basse, dans le coin d'un meuble, en s'écriant « foutu meuble ». Nous essayons tous de trouver le chemin le plus simple pour notre esprit. Ainsi, j'ai douté de mon raisonnement qui consistait à dire que monsieur a tenté d'agresser madame avec un couteau. Une dame démunie et faible, une dame qui a légitimement tenté de se défendre, ce qui a abouti dans l'amputation de 2 doigts de monsieur. Il s'ensuit qu'une évidence s'est alors présentée d'elle-même. Nous avons ici 2 types de faits. D'une part, nos croyances, c'est-à-dire des faits qui ne sont corroborés que par les propres personnes qui les énoncent. Il n'y a aucun témoin. D'autre part, une vérité immuable, qui est que monsieur a perdu 2 doigts. Cette vérité, personne ne peut la simuler. Lorsqu'il nous dit « bonjour », tout le monde constate l'absence de doigts de monsieur. Par conséquent, il nous reste les croyances à vérifier. Sont-elles vraies? Peut-on en douter légitimement? Nous avons ici 2 témoignages, nous essaierons donc d'utiliser notre analyse en 2 temps. Premièrement, Madame l'étrange. C'est une vieille dame, veuve, qui habite dans la plus belle maison du quartier, qui est appréciée de tous et qui anime l'association Les Beaux Gloutots, qui dispense les fameux ateliers culinaires pour pères de famille. À l'écouter, on dirait une sainte. La mère Teresa de la rue des Castors, elle fait rire, écoute, conforte et aide les personnes dans le besoin. Veuillez m'excuser, mais je n'ai jamais fondamentalement aimé les gens que tout le monde aime. De la même manière, je n'ai jamais détesté les gens que tout le monde haït. J'essaie toujours de rester dubitatif. Après tout, Émile Louis, selon les aveux de sa femme, avait une double personnalité. Il était gentil, cordial et attentionné en public. Quand bien même en privé, il était cruel, tordu et agressif. De plus, cette dame avoue et affirme que, comme Cendrillon, elle doit rentrer pour les 12 coups de minuit. Ce qui ne manque pas de poésie vu son âge. Et qu'elle ne quitte pas souvent son pied-à-terre, sauf pour des courses ou comme ce soir-là, pour aller danser le rock, comme si elle avait 20 ans, tout en enchaînant les shots de gin, à en faire rougir d'envie les personnes de son âge. Madame est donc pleine de vitalité. Mais peut-elle boire plusieurs verres sans que ses capacités cognitives soient altérées? Permettez-moi d'en douter. Car la plupart d'entre nous, après plusieurs verres d'un alcool fort, avons plus tendance de trébucher, de nous casser la figure par accident, que de tenir une discussion sur la théorie des cordes. En outre, je vous prie de m'excuser, mesdames, messieurs, mais la médecine m'en est témoin, plus on vieillit, moins tient l'alcool. Par conséquent, malgré l'énergie débordante de madame, ses capacités cognitives sont manifestement altérées. Et je pense que tout le monde est d'accord pour affirmer que lorsque l'on voit dans la nuit, d'un coup, un homme qui ressemble à une arme à glace, proche de nous, même si on le reconnaît, on panique. Mais mettons en pause nos observations ici. Car nous avons besoin d'un élément extérieur. Connaissez-vous la pareidolie? C'est une faculté, ou plutôt une tendance de notre esprit à associer, à créer du sens avec ce que l'on entend ou ce que l'on voit par rapport à ce que l'on connaît. Plus concrètement, c'est ce qui nous permet de voir enfant des lapins, des girafes et des maisons dans les nuages. Les pareidolies ont été étudiées dans les psychoscopes, dont le plus célèbre, le test de Rorschach. Ces projections de notre inconscient exposent notre personnalité. Ainsi, nous disposons de 2 éléments susceptibles de faire douter du témoignage de madame. D'une part, son altération cognitive lui empêche de penser clairement, donc elle s'interprète. D'autre part, la pareidolie qui, cumulée à l'ébriété, la panique de madame et l'absence de couteau trouvé sur les lieux, subodore que le fameux couteau peut s'agir d'un journal, d'une lampe torche éteinte ou de tout autre objet présent légitimement dans une main. Le fait de voir un couteau pose cependant une question. Madame avait-elle peur?
Ou y avait-il un souhait inconscient de se sentir vivante, de se faire agresser? Car après tout, elle le dit elle-même, on s'ennuie quand on est riche. Deuxièmement, M. Malfoy a perdu ou aurait perdu 2 doigts à cause de la légitime défense de Madame, qui serait nécessaire et proportionnée. Cependant, rien n'a dit qu'il y a eu une agression. Aucun couteau n'a été trouvé sur les lieux et le seul préjudice est celui de monsieur qui a perdu 2 doigts. Donc ce n'est pas la légitime défense qui a impliqué les 2 doigts de monsieur, mais bien Madame qui a agi par panique en claquant le portail. Un choc qui a créé une plaie purulente qui s'est infectée au point de nécroser les doigts. Ils sont devenus noirs et monsieur a dû les amputer. Il n'a pas de chance. Il vient demander conseil et il perd 2 doigts. C'est cher payé le conseil. Pour ce prix-là, autant aller voir une astrologue. Elle n'ampute que votre portefeuille. Un portefeuille qui va d'ailleurs continuer de se creuser avec son incapacité de travailler avec 2 doigts en moins. J'en viens presque à lui souhaiter d'avoir sa main de complètement amputée, parce que peut-être le médecin daignera lui donner un ITT cette fois. Mesdames, Messieurs, je ne suis plus contrit. J'affirme aujourd'hui que le raisonnement à l'encontre de monsieur est fallacieux, dans la mesure où le témoignage de Madame n'est qu'une simple croyance. Ainsi, il ne nous reste que cette vérité immuable, qui est l'absence de doigt. Une perte qui a été causée par le geste involontaire et non intentionnel de Madame, une vieille dame. Ainsi, Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur le Président, à titre principal, nous demandons 1 500 € d'amende à l'encontre de Madame, tel que le dispose l'article 131-13 du Code pénal, eu égard les blessures involontaires commises en violation de la loi et en absence d'ITT. À titre subsidiaire, 1 an d'emprisonnement avec 500 € d'amende pour Madame, tel que le dispose l'article 434-13 du Code pénal, eu égard le témoignage mensonger concernant la présence d'un couteau. Et d'une peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35 du Code pénal, et l'article 222-46 du même Code. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, aujourd'hui, vous jugez Béatrice. Mais je vous invite à voir en elle une Jeanne, une Françoise ou encore une Michel, soit une grand-mère dont la seule erreur a été de se défendre. Béatrice est de celles que certains qualifieraient de petite bourgeoise avec sa jolie maison tape à l'œil. Béatrice est riche, c'est vrai, elle ne s'en cache pas. Mais pour autant, cette vision matérialiste de la richesse ne contentera pas tout le monde. Certains me diraient à raison, que faites-vous de la richesse antérieure? Il est écrit dans l'Ancien Testament que la réputation est préférable à de grandes richesses, et cela, Béatrice l'a bien compris. Si Béatrice est riche financièrement, elle est également riche par son altruisme, sa générosité, son hospitalité ou encore sa bienveillance. Il faut dire que la grand-mère de la rue des Castors est très investie au sein de son quartier résidentiel. Tous les samedis matins, elle organise un cours de cuisine dans le cadre de l'association qu'elle a fondée avec son mari qui malheureusement est aujourd'hui décédé. Mais à la mort de son bien-aimé, cette petite dame suave ne s'est pas laissée aller aux idées moroses et ce qu'elle préfère pour tuer l'ennui, c'est aller danser le rock à quelques pas de chez elle. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une soirée endiablée, aux alentours de minuit et demi, Béatrice se rend compte qu'elle est suivie. Elle est suivie par Monsieur Darco Malfoy. Béatrice connaît Monsieur Malfoy. Il habite dans sa rue et participe assidûment à ses cours de cuisine. Mais elle est étonnée de le voir dehors à cette heure-ci. Alors elle lui a demandé ce qu'il faisait là, et ce dernier lui a tout simplement répondu qu'il rentrait chez lui. Réponse
totalement logique, sachant que sa maison est située quelques mètres avant celle de Béatrice. Cela a ainsi rassuré cette dernière qui a repris le chemin de sa jolie maison. Cependant, une fois arrivée devant chez elle, avoir franchi son portail, elle jette un coup d'œil derrière elle. C'est là qu'elle se rend compte que l'homme n'est pas rentré chez lui comme il venait de l'affirmer plus tôt, mais qu'il se tient à 1 mètre d'elle avec sa carrure imposante. Imaginez vous retrouver seul en pleine nuit avec un homme qui vous suit dans la rue. Et lorsque vous vous apprêtez à pénétrer dans votre domicile, vous sentez sa présence, là, juste derrière vous. Si les hommes vont devoir faire preuve d'imagination, de nombreuses femmes n'auront pas de mal à se rappeler de cette sensation, trop souvent vécue. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de la parano. Lorsque Béatrice se retourne, baisse la tête, elle remarque que l'homme est armé d'un couteau de cuisine. Je veux bien l'admettre. Béatrice est un petit peu âgée, mais elle sait encore faire la différence entre un couteau de cuisine et un couteau à beurre. D'ailleurs, aucun avis médical n'atteste le contraire. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Béatrice? Cette pauvre femme a tout naturellement eu peur et a claqué le portail. Monsieur Malfoy, qui avait laissé traîner ses sales pattes, s'est reçu le portail sur les doigts et en a perdu 2 au passage. C'est suite à ces faits que l'action publique a été engagée contre ma cliente. C'est incontestable, personne ne peut le nier, Béatrice est à l'origine du préjudice de monsieur, de la perte de ses 2 doigts. Mais pour autant, la responsabilité pénale de ma cliente ne peut être engagée. Vous l'aurez compris, ce n'est sans grande surprise que je vais plaider la légitime défense. Ce principe prévu à l'article 122-5 du Code pénal exige que l'attaque soit injustifiée, que la défense soit immédiate, nécessaire à la protection et proportionnée. Tout d'abord, une attaque injustifiée, c'est-à-dire une attaque sans motif valable ou encore un acte qui n'est pas conforme au droit. Je vous rappelle ce qu'il s'est passé. Nous sommes aux alentours de minuit et demi. Béatrice est persuadée d'être maintenant toute seule après avoir dépassé la maison de monsieur Malfoy et être enfin arrivée devant chez elle. Mais Béatrice se trompe totalement. L'homme n'est pas rentré chez lui, mais il est là, dans son dos. Béatrice est surprise, d'autant plus qu'il commence à avancer vers elle, à tendre le bras. Béatrice se sent menacée par l'attitude de l'homme qui, au mieux, voulait l'empêcher de fermer le portail. Pourquoi faire? On se le demande. Au pire, voulait s'agripper à elle. Oui! Béatrice a tranché les doigts de cet homme. Mais c'était seulement un réflexe défensif et sûrement pas volontaire. Qui peut en vouloir à cette dame d'avoir été effrayée par un homme tentant de rentrer chez elle sans son accord, qui plus est en pleine nuit? Ainsi, même indépendamment du couteau, l'attaque contre ma cliente est caractérisée. D'ailleurs, en parlant de couteau, quand on essaye de se faire inviter chez les gens pour se faire conseiller, comme l'affirme monsieur, certes, on n'arrive pas les mains vides, mais on opte pour autre chose qu'un couteau de cuisine et on arrive encore moins à cette heure-là. Je tiens à rappeler à monsieur Malfoy que selon l'article L317-8 du Code de la sécurité intérieure, le port et le transport d'une arme de catégorie D, dont font partie les couteaux, sont interdits sans motif légitime. Je doute de la pertinence du motif légitime de monsieur. D'ailleurs, se pose la question des réelles intentions de l'homme. Si monsieur Malfoy voulait tout simplement discuter, pourquoi ne pas l'avoir fait dans la matinée à la fin du cours de cuisine? Il avoue avoir des problèmes financiers et il sait que cette dame est riche. Que voulait-il réellement? Voilà des questions qui restent en suspens. Quoi qu'il en soit, nous avons là une attaque clairement injustifiée. Ensuite,
La défense doit être immédiate. Il est clair que l'action de Béatrice n'a pas été différée dans le temps, elle a réagi immédiatement au mouvement de son agresseur. En ce qui concerne le fait que la défense doit être nécessaire à la protection, autrement dit que la seule solution est la riposte, ici je ne vois pas comment Béatrice aurait pu se tirer d'affaire face à un homme de cette corpulence qui plus est était armé. Elle était toute seule, ce mouvement, ce réflexe était la seule solution pour elle. Enfin, la riposte doit être proportionnelle à la gravité de l'attaque. Or, la riposte de Béatrice était totalement proportionnelle. Après tout, elle n'a fait que claquer un portail. Bon, certes, le fait de seulement avoir claqué un portail a valu 2 doigts à M. Malfoy, mais la proportionnalité doit exister. Mais la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 janvier 2017, a été très claire sur ce point. La proportionnalité doit exister entre l'acte d'agression et l'acte de riposte, ce que je viens de démontrer à l'instant. La proportionnalité ne concerne donc pas l'acte d'agression et les conséquences de la conduite défensive. Cela veut dire que le résultat de l'action défensive ne doit pas être pris en compte. Ainsi, les conditions de la légitime défense étant totalement caractérisées, il n'est pas possible de reprocher à Béatrice le résultat du claquement du portail et de la perte des 2 doigts. Pour terminer, oui, Béatrice a consommé quelques verres de gin. Cependant, l'alcool ne peut être opposé à une victime en légitime défense. Cet argument du parquet est donc irrecevable. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, je vous demanderai, par l'application de l'article 122-5 du Code pénal, de relaxer Madame Béatrice Létrange. Et en ce qui concerne les autres demandes, dont celle au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, je m'en référerai à mes écritures déposées. Par miracle, Salomé, lève-toi donc de ce canapé. Tels sont les mots que mon père n'a cessé de me répéter toute la semaine. Il n'avait pas tort. J'avais des partiels à réviser et des dossiers de master à préparer. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en étant confortablement installé devant ma télévision, je réfléchissais à cette question qui m'a été posée. L'humain est-il un miracle? J'ai commencé par le journal de 20 heures. Toutefois, celui-ci ne nous présente que les mauvaises nouvelles quotidiennes et la bêtise humaine. Ces informations m'ont d'abord laissé penser que non, l'humain n'est pas un miracle. Mais ne pouvant me résoudre à ce triste constat, j'ai changé de chaîne. Et tout à fait par hasard, je me suis retrouvée absorbée par un énième épisode de Plus belle la vie qui, cette fois, me présentait l'humain sous son meilleur jour. Malgré tout, il ne s'agit que d'une fiction divertissante. Est-ce donc suffisant pour crier au miracle? Dans le doute, j'ai repris ma télécommande. Car en cas d'incertitude, la rigueur scientifique doit primer. J'ai donc changé de chaîne, encore et encore, jusqu'à ce que je ne puisse plus nier l'évidence. Films, séries et documentaires en arrivent à la même conclusion. L'humain est un miracle. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes curieux, ou si, comme moi, vous aimez simplement vous prélasser devant la télé, j'espère que vous êtes bien installés. Car il est 18h30, c'est l'heure d'un programme à ne surtout pas manquer, le zapping de la semaine. Mais dis donc, Jolie, quelles sont les origines de l'humanité? Lundi dernier, un épisode de C'est pas sorcier revenait sur l'apparition de notre espèce. Un phénomène tout simplement prodigieux. Certains y voient un miracle au sens premier du terme, celui d'une intervention divine. Adam, le premier homme, aurait été créé par Dieu à partir de poussière et d'un souffle de vie. Ève, la première femme, aurait ensuite été créée à partir d'une côte d'Adam. Ce qui, chacun en conviendra, relève du miracle divin. Moi, simple mortel, j'ai tenté de reproduire l'expérience sur une côte de bœuf. Ça n'a pas marché. Alors,
Mon aimable contradicteur pourrait me rétorquer qu'il ne s'agit là que de croyances religieuses et que l'apparition de l'espèce humaine connaît en réalité une explication scientifique, rationnelle, qui n'a rien de miraculeuse. L'homme descend du singe, qui descend lui-même des poissons, qui descendent des premiers mammifères, qui descendent des bactéries. Certes, mais cette absence d'intervention divine exclut-elle pour autant l'existence d'un miracle? Bien sûr que non, car le miracle peut aussi être défini comme un fait étonnant, qui force l'admiration. En quelques centaines de millions d'années, nous sommes passés de microcellules barbotant dans un étang à des humains intelligents et éloquents, rassemblés dans une salle d'audience. Qui, parmi vous, oserait affirmer que cette évolution n'est pas miraculeuse, qu'il n'est pas incroyable que l'homme descendu du singe se tienne désormais debout? Vous imaginez s'il avait fallu se rendre au tribunal à quatre pattes? J'aurais-je fait de ma robe? Les origines de l'espèce humaine sont d'autant plus exceptionnelles qu'elles sont uniques. On ne trouve d'humains nulle part ailleurs dans tout l'univers, n'en déplaise aux complotistes ou aux milliardaires obnubilés par la conquête spatiale. Ce n'est donc pas sorcier. L'espèce humaine est un miracle, que celui-ci soit défini comme le fruit d'une intervention divine ou comme un fait qui, malgré une explication rationnelle, n'en reste pas moins exceptionnel. Pour les quelques auditeurs qui commenceraient à piquer du nez, rassurez-vous, ce documentaire scientifique est terminé. Il est l'heure de votre série préférée. Mardi soir, je n'ai pu m'empêcher de monopoliser la télévision familiale. Grey's Anatomy, célèbre série médicale, attirait bien trop mon attention sur les miracles du corps humain. Ce dernier, à la fois remarquable et complexe, ne peut manquer de nous fasciner. Nul besoin d'être surdoué pour constater son efficacité. Nul besoin d'un anti-rythme miraculeux pour que le corps humain soit prodigieux. Vous en conviendrez comme moi, notre corps ne prend jamais de congé. Il est actif 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et fournit un travail acharné pour nous maintenir en vie. Le corps humain est un miracle du quotidien, conçu pour affronter de graves ennuis ou les petits aléas de la vie. Vous avez une poussière dans l'œil? Battement de paupières, elle a disparu. Vous vous êtes coupé le doigt avec une enveloppe? Ça fait mal, hein? Mais action-réaction, petite inflammation, afflux sanguin, cicatrisation. Certes, notre corps est parfois faillible, mais il n'en demeure pas moins un miracle d'organisation. Car tout, absolument tout, y a une fonction. Mesdames et messieurs, admirons l'utilité de nos mains, nos sourcils, nos yeux, notre nez, quoique le mien aurait pu être un peu moins. L'espèce humaine, considérée dans son ensemble, est donc un miracle. Mais chaque humain l'est également de manière individuelle. Pour le dire autrement, l'humain est comme un gâteau au chocolat. Une même recette nous offre une infinité de résultats. Partant des mêmes ingrédients, il est surprenant que nous soyons tous si différents. Regardez-moi, je suis unique, une fille unique, malgré mes défauts. Je suis blonde aux yeux bleus, alors que mes parents, mes grands-parents sont bruns aux yeux noirs. C'est forcément un miracle. Ou un secret de famille, demandez à mon père. Oh, non, c'est déjà la pub. Bon, tant pis, changeons de chaîne. Question pour un champion, les Marseillais à Cancun, Fort Boyard. Ah, voilà, sur Arte, un vieux documentaire sur les inventions humaines en néerlandais sous-titré en allemand. Je le reconnais, c'était le programme le plus ennuyeux de ma semaine. Pourtant, lorsque je l'ai visionné mercredi dernier, j'ai appris une chose essentielle que je me dois de vous partager. Comme ne manquera pas de le souligner mon contradicteur, la bêtise humaine semble sans limite. Les humains se jalousent, s'entretuent, se font la guerre, fabriquent des cigarettes et des bombes atomiques. Et pourtant, il est encore là. Nous sommes encore là. N'est-ce pas inespéré? L'humanité est littéralement miraculeuse. Elle a une chance exceptionnelle d'avoir survécu à ses propres erreurs. Et il est incroyable que l'humain, malgré ses menaces et ses désastres, n'ait rien perdu de son génie. N'avez-vous jamais été émerveillé par sa créativité, admiratif face à ses nombreuses inventions? Pensez au cinéma, au GPS, au stylo 4 couleurs et même au beurre de micelle. Oui, l'humain est un miracle,
L'humain fait des miracles. Mais l'humanité n'est pas seulement une espèce animale, pas seulement une communauté d'individus, c'est aussi une qualité, souvent mise en lumière à la télévision, ce petit écran, fenêtre sur le monde. Et pour le prouver, changeons de chaîne une dernière fois, je vous donne rendez-vous en terre inconnue. Hier soir, moi, Salomé, j'ai vécu le meilleur jeudi étudiant de toute ma scolarité. Encore un jeudi où je n'ai pas dormi, encore une nuit passée sur mon canapé, bien accompagnée d'un programme télévisé. Malgré mes cernes, je ne regrette pas avoir passé cette nuit blanche. C'est même une chance. Car cela m'a permis de découvrir l'émission Rendez-vous en terre inconnue, qui m'a conforté dans l'idée que le miracle est partout. Le miracle est en nous. En ce sens qu'il n'est ni impossible, ni inexplicable, mais néanmoins extraordinaire qu'autant d'hommes et de femmes fassent preuve de bienveillance et d'indulgence. Notre société est tourmentée, à la fois soucieuse de ne pas reproduire les erreurs du passé et inquiète à l'idée de gâcher sa postérité. Pour faire face, il faudrait être fort et se soucier uniquement de son sort. Être déterminé et agir sans pitié. Faire preuve d'humanité, tout laisse à penser que cela n'est plus une priorité. Mais rassurez-vous, être humain, au sens moral du terme, est un trait de personnalité toujours d'actualité. En témoignent les magistrats ou les médecins qui, tous les jours confrontés aux maux de notre communauté, ne cessent de faire preuve de bonté et de compréhension. En témoignent également toutes ces personnes qui, pourtant affaiblies par la vie, continuent d'aider les plus démunis. Oui, être humain, c'est un petit rien qui fait du bien. Être humain, c'est un miracle. Alors, mesdames et messieurs, tandis que ce matin je ne faisais plus qu'un avec mon canapé, je me suis finalement décidée à me lever les yeux et lever la voix pour plaider purement et simplement que le miracle et l'humain marchent main dans la main. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, je suis conscient de la tâche qui m'incombe. Je lève la main droite et je jure devant vous, en tant qu'avocat de la science, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Humanus non miraculum. L'humain n'est pas un miracle. Ces deux mots, humain ainsi que miracle, ont de commun seulement le latin. C'est la seule chose qui les unit. Le miracle désigne un phénomène interprété comme une intervention de Dieu. L'humain, quant à lui, se définit comme un mammifère de l'ordre des primates. Caractérisé par son cerveau volumineux, sa station verticale, ses mains préhensibles, par une intelligence douée de facultés d'abstraction, de généralisation, et capable d'engendrer le langage articulé comme je le fais devant vous. Il est donc membre au sens large d'une espèce du genre Homo, et au sens restreint de l'espèce actuelle Homo sapiens. Mesdames, Messieurs, chers jurys, il est d'ores et déjà possible d'affirmer quelque chose. C'est qu'ici présent dans cette salle, nous sommes, vous toutes et tous, et moi compris, des homos. Cela dit, revenons à notre affaire. L'humain est-il un miracle? Si premièrement il serait tentant de croire que l'homme n'est issu que du miracle, de quelque chose qui nous dépasse, car il est vrai que l'humain est quelque chose d'incroyable. Et bien pourtant, il est indéniable que l'humain n'a rien de plus commun que l'évolution d'un genre ancien. Et il n'est que le fruit de la nature. Comme l'a très bien dit ma contradictrice, la vie, qu'ils appellent miracle, serait née d'un Éden, au milieu d'un jardin. Un homme, répondons au nom d'Adam, aurait été créé par Dieu, qui le forma de poussière. Et ensuite, Dieu aurait créé Ève, pour qu'Adam ne soit pas seul. Ils auraient été aveugles, pour ne pas faire l'expérience de la honte, étant nus. Puis vint le fruit défendu. L'ayant vu, Adam et Ève, poussés par le serpent, l'auraient mordu, ce qui leur aurait ouvert les yeux. Ils auraient été, par cette transgression, expulsés du paradis.
Ainsi, par la grâce d'un Dieu, l'homme serait apparu. Il serait donc la raison de ma venue à votre vue. Quelle belle, joyeuse histoire fallacieuse, si joyeuse pour des oreilles perdues, mais si ennuyeuse pour les êtres de raison que nous sommes. Je me dois de vous démontrer que ce récit est incohérent. À l'instar de Clarence Darrow, j'invoque sa mémoire et je pose ces questions. Si premièrement, Adam et Ève étaient seuls au monde, comment Caïn, leur fils, a-t-il pu rencontrer sa femme? Deuxièmement, les poissons ont-ils été aussi noyés lors du déluge? Et enfin, comment les jours de 24 heures s'écoulaient-ils avant la naissance du soleil le 4e jour? Aucune réponse ne peut être apportée, si ce n'est celle de la science. La théorie de l'évolution est celle qui doit nous faire décider. Celle d'une espèce qui n'a fait que se développer avec le temps. L'humain est-il un miracle? Nous revoilà donc au plein cœur du débat des siècles de lumière. La Bible ou la science, l'obscurantisme ou la Bible, non, pardon, l'obscurantisme ou le rationalisme, les créationnistes ou les évolutionnistes. Eh bien, retenez bien ce jour. Mesdames, Messieurs, chers jurys, ce 17 mars 2023, presque 3 siècles après les Lumières, et 98 ans exactement après le procès du singe, je me tiens devant vous pour défendre la science face à l'obscurantisme. Dans la lignée de mes pères, j'affirme, comme l'ont fait d'innombrables personnes avant moi, l'homme n'est pas un miracle. Nous sommes des êtres éclairés s'opposant à la masse de ceux restés dans les ténèbres. L'homme est le fruit d'une évolution longue, ingénieuse, et d'une adaptation périlleuse au fil des années qui se sont écoulées. L'évolution d'un être, du genre Homininae, composé de plusieurs espèces. Ils se sont séparés et ont évolué de diverses manières. Certaines se sont éteintes, d'autres ont perpétué, évolué et passé le témoin de l'évolution, tels des coureurs d'une course de relais, le donnant une dernière fois à l'Homo sapiens sapiens il y a plus de 100 000 ans. Voilà ce que nous sommes, des Homo sapiens sapiens, et pas le fruit de quelque miracle que ce soit. Ces éléments, ces faits, approuvés maintes et maintes fois par la science, sont sans appel. L'homme n'est pas un miracle. Nous descendons d'un genre qui fait des grands singes encore présents aujourd'hui, nos cousins éloignés. L'humain n'a pas pour origine une quelconque divinité. Non, l'humain n'est pas un miracle. Et heureusement d'ailleurs pour nous que sa confection ne relève rien de la réalité. Mais oui, il n'y a rien de plus beau que la parentalité. L'humain n'a rien de miraculeux. Il n'est bien de deux heureux, mais certainement pas d'un Dieu. En effet, ces deux heureux bien désireux, attirés par une explosion de sang, se donnent à cœur joie à la rigolade. Et monsieur heureux, dans un pouffement résultant de leur fou rire, a malencontreusement postillonné sur madame heureuse. Et ce dernier alors alla directement s'excuser auprès d'elle, et ils tombèrent tous deux amoureux. C'est comme ça que l'est l'humain, par le phénomène des phéromones, par l'échange des corps. L'humain n'est pas le sujet d'une histoire miraculeuse. L'humain est le fruit d'une toute autre histoire. L'histoire de la rencontre d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, provoquant une réaction acrosomique, ouvrant la zone pellucide quand Moïse aurait ouvert la mer Rouge, permettant le passage du noyau au gamète mâle jusqu'à la membrane plasmique de l'ovocyte. De là, intervient la fusion des noyaux, créant l'ovule, qui débouchera sur l'embryon par la continuation de la réaction biologique. Cet embryon donnera naissance 9 mois après à l'homme avec un grand H. Comme vous le voyez, la vie n'est rien d'autre que le produit de la nature. Et cela n'a rien d'incroyable, enfin. L'humain n'est le fruit que d'une quelconque divinité. Alors oui, c'est vrai. Certains diront qu'on ne peut pas prouver sa non-existence. Il est vrai, mais connaissez-vous la théière de Russell? L'idée est celle d'une hypothétique théière, en orbite autour du Soleil, entre la planète Mars et la planète Terre. Cela peut peut-être vous sembler étonnant. Mais cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans les livres anciens depuis des années, enseignée comme une vérité sacrée tous les dimanches, et inculquée à l'école aux élèves, alors toute hésitation à croire en son existence vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre à une époque éclairée, et celui de l'inquisiteur en étant plus ancien.
Ainsi, selon Russell, y croire et demander aux gens d'y croire sous le prétexte qu'on ne peut pas prouver sa non-existence est insensé. Dès lors, refusons de croire à cette idée. L'homme n'est pas un miracle. Il n'est pas le fruit d'une divinité créatrice. Non, mesdames et messieurs, chers jurys, la science ne reconnaît qu'un seul créateur, la femme. Oui, c'est elle qui créa la vie. C'est elle le miracle au sens extraordinaire du terme. C'est elle qu'il faut avoir une totale dévotion, et non pas une confession tout autre. En définitive, l'humain n'est pas un miracle, mais le simple fait d'une nature incroyable, mystérieuse par sa complexité et pleine de surprises. Ne succombons pas à cette idée. Rejetons le créationnisme. Embrassons la science. Darwin répond à mon appel et vient donc décimer cette ignorance. Mais, cher jury, sachez qu'il ne sera pas seul. Watson, Petson, Crick, Lamarck, Wallace, tous ces scientifiques seront témoins de votre voix lorsque vous serez appelés à choisir entre la lumière de la science ou les ténèbres de l'ignorance. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, ma tâche est terminée. C'est sur vous, maintenant, que repose la vérité. C'est à vous de la faire triompher. Une fois. La séance est reprise, vous pouvez vous asseoir. Donc après en avoir délibéré, le jury appelle à la barre M. Carfonton et Mme Thévenin. Vous vous approchez, parce qu'à chaque fois, lorsqu'on condamne des gens, les accusés s'approchent pour recevoir la sentence du jury. Et peut-être que nous sommes en L1. Oui, normalement, on regarde. Et comme vous êtes en première année, on va faire durer un tout petit peu. Hein, on va en profiter pour indiquer qu'effectivement, on a été, de manière générale, on a pu constater la progression importante de tous les candidats pour ceux qui avaient assisté aux fois précédentes en direct ou ceux qui ont pu voir les vidéos qui ont été tournées. Peut-être 2 points importants pour vous pour la suite. C'est de tenir compte de la salle dans laquelle vous serez. On a pu constater que des voix avaient changé, que des voix qui, des fois, peuvent paraître plus aiguës ici, qui ne paraissaient pas pareilles dans l'amphi, que certaines voix paraissaient peut-être plus fortes, trop fortes. Hein, on ne va pas crier non plus, peut-être de manière plus générale, certains vont se reconnaître, mais éviter de crier sur l'éloquence et peut-être éviter, lorsque vous avez une barre comme celle-là, d'en être prisonnier. J'ai souvenir dans cette salle de 25 ans, quand le parquet était encore ici, d'une avocate générale substitut à Lorient, qui était la terreur des avocats, parce que c'était la seule qui se levait, qui commençait ses réquisitions et qui descendait. Le jury à l'époque était ici, et qui descendait face au jury, et qui parlait sur ses notes, en déroulant tout pendant une demi-heure, face au jury, sur le terrain des avocats qui étaient en bas, et les avocats avaient du mal à supporter. Donc n'hésitez pas, ne faites pas, comme j'ai entendu dire, l'essuie-glace nécessairement, mais parfois vous libérer de la barre, avoir de la gestuelle, bouger un petit peu pour attirer l'attention, ça peut être une bonne chose. Nous allons trouver maintenant, concernant les L1, que le niveau était élevé et qu'il y avait eu, c'était un match qu'on a eu du mal à départager. Ceci dit, on a trouvé qu'il y avait quand même des arguments de fond qui avaient été présentés de manière beaucoup plus forte,
d'un côté que de l'autre, notamment des arguments juridiques, que si sur la forme on peut trouver qu'un des deux candidats lisait beaucoup, l'autre était plus libre, beaucoup moins, mais qu'en plus il y avait ces arguments juridiques. De ce fait-là, après en avoir délibéré, le jury condamne Madame Ambrotievna à aller en finale. Comprendre nos délibérations. Voilà. Sont appelés à la barre maintenant les candidats de L2, M. Colin et Mme Delphus. Gumus. Donc ça va être un tout petit peu plus court, vous êtes peut-être reconnus. Alors tout d'abord, le jury était embêté, très embêté dès le début, par le sujet. Et à essayer de ne pas tenir compte, à savoir que le sujet qu'on a lu n'a pas correspondu à ce qu'on a entendu. Et que quand on a entendu le procureur avait un ton de procureur, mais il nous semblait hors sujet, puisque on précisait simplement qu'il représentait l'intérêt public, mais qu'en défense, avocat en défense, pas de partie civile, avocat en défense, c'était l'avocat de M. Malafoy. Et il nous demande la condamnation de Mme Létrange. Ça nous a paru très étrange, si je puis dire. Et lorsqu'on a entendu qu'apparaissait l'avocat de Mme Létrange, on a compris qu'effectivement, il y avait sans doute une erreur, que Mme Létrange était en défense, que ce n'était pas M. Malafoy. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué. Il y avait le ton d'un procureur, mais il y manquait, M. Henry, certaines choses. Un procureur qualifie l'infraction. Quelle infraction poursuiviez-vous? Des faits volontaires ou involontaires? On ne sait pas. Les articles du code ne correspondaient pas. Et c'est bien la première fois que j'entends un procureur qui me demande une principale, une peine d'amende et subsidiairement une peine de prison. En général, c'est plutôt l'inverse. Je dois dire. Madame Gumus, vous avez envie d'emmener tout le monde, ça se sent. Vous voulez voilà, prendre bras le corps. Mais il ne faut pas agresser votre jury. On vous entend très bien, je ne sais pas si c'est la salle, mais il ne faut pas crier. Manifestement, vous ne cassez pas la voix, c'est déjà ça. Il ne faut pas crier. Mais vous nous avez fait une démonstration convaincante, appuyée juridiquement, sur laquelle il y a une erreur au final, mais c'est tient peut-être au sujet, puisque vous nous demandez un article 415.1 qui est l'apanage des parties civiles, que évidemment un prévenu ne peut pas demander, d'ailleurs à qui? Au procureur? Non, c'est pas possible. La partie civile demande l'article 475.1, ce sont les frais d'avocat, concrètement. Donc, c'est ce que la partie civile demande au prévenu lorsqu'une fois qu'il est condamné. Bien entendu. Mais ça ne peut pas être le prévenu. En dépit de cette erreur finale, le jury vous condamne à non-finale. Les L3, Mme Joly et M. Babreau, vous vous approchez beaucoup. J'aurais presque envie moi, de leur demander selon eux qui a gagné.
Monsieur Bagro, et vous? Et vous, vous ne le savez pas. Ça nous a occupé un certain temps. On a trouvé que, je tiens à dire que ça n'a pas été très facile à départager. On a trouvé notamment que Robin Bagro a énormément progressé et tenu compte des remarques, bien poser sa voix, son ton, bien construit. Ça donnait de joli à nouveau essayer de nous emmener non plus aussi dans des étages, dans un autobus, mais dans un salon télévisé. Le jury tient à lui indiquer qu'il faut faire attention, il faut aussi garder du fond. Les exemples divers variés, c'est bien, mais il ne faut pas flirter avec les définitions. Il faut aussi définir et entrer à un moment donné dans le besoin. C'est bien d'avoir des exemples qui partent dans tous les sens, mais il faut aussi construire. Mais je crois que c'est aussi un concours d'éloquence et on a considéré que vous nous emmeniez plus, que vous nous faisiez plus rêver à travers, même si c'était ce zapping. Et aussi, on vous a déclaré gagnant de ce... tous et unanimement un regain d'activité très spécifique pour l'éloquence au sein du concours Pratique au droit d'ICIAS cette année, pratiquement de date à date 10 ans après sa création, quelques mois près. C'est donc la preuve d'une vitalité et que l'éloquence et la plaidoirie, ça fonctionne encore. Qui a gagné? Vous posiez la question, Monsieur le Président, l'éloquence aujourd'hui, clairement. Bravo à tous pour votre engagement. Ça se voyait que vous aviez envie d'être là. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas feindre ce genre de choses. Vous avez dû feindre des rôles, vous avez dû feindre des défenses ou des accusations, d'être pour un sujet, contre un autre. Ça, c'est quelque chose que l'on feint. Mais la passion que l'on met, l'envie que l'on démontre et qui transparaît de vos paroles comme de vos gestuels, ça ne se maquille pas, ça ne se feint pas. Et bravo pour cet engagement, ça se voyait, vous aviez tous plaisir d'être là. Il faut bien évidemment, et c'est la lourde tâche d'un jury, trancher, sélectionner pour aller plus loin. Soyez tous fiers de ce que vous avez déjà réalisé pour cette finale. Et pour les autres, eh bien, il y a encore un nouveau parcours à construire. Gardez cette même motivation, ce même élan, cette même joie de vivre et cette même envie communicative de vous exprimer à l'oral. Merci encore pour ce voyage 2023 et on en commence un autre, celui de la conférence nationale d'ICIAS qui commence dans quelques semaines. Merci. Je voudrais, pour clôturer ce bel événement, adresser quelques remerciements. Tout d'abord, je vous remercie tous et toutes d'être venus si nombreux, d'avoir répondu présent et d'être si nombreux à remplir ces bancs. Je vois ici beaucoup de visages que j'ai eu le plaisir de retrouver à chacun de nos événements et je tenais vraiment à souligner à quel point votre soutien et votre assiduité nous est précieuse et nous permet de nous conforter dans notre motivation à poursuivre tous nos efforts. Ça nous est vraiment très très important. Merci également à vous, chers membres du jury, d'avoir été présents, de vous être impliqués dans votre rôle et surtout d'avoir pris le temps de faire bénéficier de votre expérience aux candidats. Votre regard aiguisé et vos conseils sur leurs prestations nous étaient vraiment très très précieux. Je vous remercie vraiment très chaleureusement pour votre présence. Je tenais également, bien sûr, à dire un très très grand merci à l'ensemble des candidats. Je vous suis à tous très reconnaissante de nous avoir donné de votre temps,
nous avoir fait confiance et surtout de nous avoir offert la chance de pouvoir vous écouter et de voyager à vos côtés pendant toute cette édition du concours. Merci également par votre talent, nous avoir donné l'envie de continuer à organiser et mettre en place ce concours, parfois contre vents et marées, je vous l'avoue. J'ai vraiment à cœur aujourd'hui de souligner le travail que vous avez pu fournir en cumulant à côté vos études de droit qui, on le sait, ne sont pas de tout repos. Et gagnant au nom de ce concours, j'espère que vous serez tous fiers du chemin que vous avez parcouru. Soyez assurés qu'au sein du bureau, nous sommes tous très admiratifs et cela aurait été vraiment un véritable honneur de pouvoir vous accompagner durant vos magnifiques parcours. J'aurais eu de cesse de répéter aux membres du bureau à quel point je suis admirative de vos capacités rédactionnelles et oratoires. Vous avez tous assurément en vous un don et j'espère donc que vous continuerez à en faire usage. Et je pense que nous pouvons encore une nouvelle fois applaudir les candidats pour ce résultat. Également à remercier M. Romain Laville de l'entreprise 111 Studio qui est juste derrière la caméra et qui a réalisé un super travail tout au long de l'événement et avec qui on a été vraiment ravis de collaborer. Merci également à l'entreprise Code Troopers, notre partenaire tout au long de cette année, sans qui on n'aurait pas pu mettre en place ce concours. Et merci également à l'association Diaphragme, aujourd'hui représentée par M. David Nyang, qui lui aussi nous a suivis tout au long de notre folle aventure et qui nous permettra de garder un souvenir durable de ces beaux moments. Et pour terminer, bien sûr, je tenais à remercier les 5 personnes sans qui l'association n'aurait pas été remise sur pied, sans qui nous ne serions pas tous réunis aujourd'hui et sans qui aussi, je pense, j'aurais fait une dizaine de burn-out depuis le début de l'année. Je vais demander aux membres de l'association Pratique au droit de me rejoindre, s'il vous plaît. Au sein de ce bureau, nous croyons fermement à l'importance de l'expression orale et de l'apprentissage de la parole en public. Et nous voulions ainsi offrir aux talents de l'université, que nous savions très nombreux, la chance de briller et de pouvoir être entendus de tous. Et force est de constater que notre intuition était la bonne. Alors oui, certes, quand j'ai embarqué l'ensemble du bureau avec moi, nous n'avions pas vraiment idée de l'investissement que cela représenterait. J'espère donc qu'ils me pardonneront un jour de les avoir privés de sommeil et de vie personnelle pendant leur dernière année de licence. Mais en tout cas, personnellement, j'ai vraiment aucun regret, vu tout ce que l'on a pu partager ensemble cette année. Alors bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas là, mais il est vrai que la fin de l'année approche à grands pas. Et c'est avec beaucoup de tristesse que nous allons devoir passer le flambeau à la nouvelle génération de pratiques au droit. Mais c'est en tout cas un retour triomphal qu'a pu faire l'association grâce à vous cette année. Et je vous remercierai, je pense, jamais assez pour l'énergie et le temps que vous avez donné à cette association. Je ne vais pas m'étendre davantage et je vais vous demander une salve d'applaudissements pour Monsieur Antoine Dauphin, le vice-président. Antoine, le vice-président de l'association qui a effectué un travail plus que remarquable cette année et qui, au-delà d'être une personne très compétente, est également un grand ami. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ton soutien, ta patience, et aussi je mesure vraiment la chance que j'ai eue de t'avoir à mes côtés. Je te remercie beaucoup. Nous n'aurions également pas réussi à organiser de tels événements sans l'aide de la merveilleuse Justine Fresnel, trésorière de l'association que l'on peut... toute l'amitié que je lui porte, mais je voulais vraiment lui adresser toute ma reconnaissance pour son implication, parfois au-delà de tout entendement, je te l'accorde, et pour cette association voilà, qu'elle a vraiment portée et enrichie par sa motivation. Et pour terminer, je vous demanderai d'applaudir bien fort Marius, Minéa et Manon, les 3 chargés de communication du bureau, qui eux aussi ont fait un travail monumental et qui ont vraiment œuvré au rayonnement de nos événements. Donc Minéa, qui nous a rejoints en cours de route et qui a créé les superbes visuels que vous avez pu apprécier sans doute. Marius, qui a... Oui, c'est bon, on va applaudir. Marius, ensuite, qui a couvert tous nos événements en photo, qui a aussi beaucoup participé à l'organisation du concours. Et pour terminer, Manon, que vous remercie. J'ai très envie de les remercier, c'est pour ça que je... Et donc un grand merci à Manon
pour terminer, voilà, pour son grand investissement aussi qui était indispensable. Merci à tous. Ouais, puis évidemment, on ne peut pas conclure sans féliciter Angèle Brégé, quand même la présidente de l'association. Qui aura su également supporter tous nos débats, hein, finalement, parce que cette organisation, ça aussi était beaucoup de débats, beaucoup de non-accords, qui finalement ont été tranchés par Madame la Présidente, qui a tous les pouvoirs. Donc voilà, encore une fois, un grand bravo à elle, et bravo à l'ensemble du bureau, que je remercie aussi également pour leur investissement. Donc voilà, une année qui se conclut, une année riche, comme a pu le dire Angèle en début de concours. Donc voilà, bravo à vous, bravo à nous et bravo à nous tous, surtout. Et vous êtes évidemment tous conviés au pot dans le hall que vous avez pu voir tout à l'heure. C'est bon, on peut manger. Alors malheureusement, on part de la fac normalement cette année, donc on n'aura pas l'occasion de participer avec l'association du lycée Asban, mais l'ambiance qui règne autour de ce concours, l'entraide entre les étudiants, même avec l'association qui est très présente pour les former, etc. Je trouve ça vraiment bien, donc oui, ça m'a donné envie de participer à un concours d'éloquence, pourquoi pas dans les futures années de master. Et bah moi, je ne dirais pas mieux. Moi, c'était en fait un rêve de gamin, c'était de faire un concours d'éloquence. Et dans le droit, c'était vraiment une nouvelle opportunité parce que en tant qu'étudiant en droit, on fait tout le temps de la théorie, c'est toujours de l'abstrait. Quand on est en première année, ça nous donne le goût de la responsabilité de ce que l'on fait en deuxième année. Quand on est en deuxième année, ça nous donne du goût pour la troisième année. Et quand on est en troisième année, ça nous donne de l'ambition pour les masters. Donc moi, je trouve ça génial. Et puis au-delà de ça, c'est une très belle expérience parce que les gens que l'on rencontre, aussi bien le jury, les amitiés que l'on forge, le bureau qui est très sympathique, bien entendu. Mais c'est sûrement, je pense, une des plus belles expériences de cette année au point de vue associatif. C'est un engagement associatif au niveau de la faculté, donc ça apporte quelque chose de nouveau pour nous. Et puis même au niveau personnel, c'est... je sais pas quoi dire, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous accomplit dans ce que l'on fait. Et moi, à un moment, je me posais la question, est-ce que je voulais être avocat ou pas? Bon. J'ai essayé la roche, je me suis rendu compte qu'elle était un peu chaude, donc je vais me contenter au métier de juriste. Mais vraiment, si on veut découvrir le métier, même découvrir les métiers du droit, je trouve que c'est la meilleure opportunité, c'est de faire ça. Alors pour nous déjà, on était hyper admiratifs finalement du niveau des candidats cette année et surtout en finale où là on sentait vraiment que l'attention était vraiment présente. Donc on est très fiers d'avoir pu donner l'opportunité à des talents de s'exprimer et il y en a qui ont vraiment des dons. Je trouve que ça fait vraiment plaisir et ça redonne un souffle finalement à la vie universitaire à Vannes qui avait finalement cessé après le Covid. Donc vraiment c'est vraiment un plaisir pour nous de voir cet accomplissement et puis cette finale précisément, c'était un peu émouvant aussi de faire le dernier concours finalement de plaidoirie et d'éloquence parce qu'on a pendant toute l'année travaillé dessus, on a vu les événements se succéder et puis là c'était vraiment le dernier. Donc c'est toujours un peu avec l'œil humide qu'on regardait cette dernière en fait, la séance, cette dernière élocution. Ça a été plein d'émotions. C'était super, c'était une super expérience. J'ai pas les mots, j'en reviens de sortir, du coup je saurais pas trouver les bons termes, mais c'était juste exceptionnel. Voilà. C'était rude, dur en émotion, mais c'était un très très bon moment qu'on a tous préparé avec beaucoup d'assiduité en amont, mais on est tous, je pense, très contents de plus ou moins de nos prestations. Et puis c'était un très bon moment. La finale était à l'image de l'ensemble du concours, à la fois bien organisé par l'ensemble des membres de Pratique au droit, une équipe extraordinaire, on a pu le remarquer à plus d'un titre, et des candidats d'une grande qualité également. Et ça s'est retrouvé à la finale avec ces 6 candidats de très haut niveau qu'il a été particulièrement difficile de départager. Qualité de bonne tenue,
que les candidats avaient travaillé leur sujet et qu'ils ont donné tout ce qu'ils ont pu. Eh bien, elle a été à la hauteur de nos espérances. Ça a été vraiment époustouflant comme d'habitude, des candidats très très talentueux et un jury de qualité, un public aussi de qualité. Non, ça a vraiment été comme on l'espérait et comme on se l'imaginait, on osait à peine se l'imaginer en septembre quand on a repris le flambeau de l'association. Qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, qu'il faut prendre son courage à deux mains et que si l'idée nous vous titille un jour de faire un concours d'éloquence, n'hésitez pas, lancez-vous, parce que vous n'avez absolument rien à perdre, si ce n'est rien en fait, parce que c'est une très très belle expérience. Et puis là, en tant que lauréate, forcément, je suis contente que mon travail est payé et voilà. Que c'est une aventure qui s'achève, mais c'est pas un livre qui se referme. Voilà qu'un autre voyage va commencer, voilà qu'un autre chapitre va devoir être écrit pour ces candidats vainqueurs aujourd'hui. C'est la rencontre cette fois-ci avec tous les vainqueurs de tous les concours de France. Et ça se passera d'ici quelques semaines, fin avril, début mai pour les premiers tours à Paris. Ça c'est un mot pour les vainqueurs, mais j'ai forcément une pensée aussi pour ceux qui n'ont pas pu l'emporter aujourd'hui. Ils sont lauréats néanmoins et ils garderont une grande expérience de ce qu'ils ont fait. Il faut saluer le courage. L'éloquence c'est ça, hein, on gagne, on perd, mais il ne faut jamais cesser de s'exercer, de s'entraîner. C'est comme ça qu'on progresse. L'entraînement n'arrête jamais. Je veux remercier l'association pour tout ce qu'ils ont fait. C'était hyper cool et c'était une super expérience et ça restera gravé à jamais. C'est une aventure extrêmement intéressante puisque j'ai participé comme jury au quart de finale, demi-finale, et je trouve que ces étudiants qui se donnent pour ce concours, qui travaillent des sujets en plus de leurs études, c'est très intéressant et que ça montre que la relève est assurée aussi. Conclusion, nos désirs sont des ordres, n'ayez pas la folie des grandeurs et l'humain est un miracle, et surtout merci à l'association qui nous a offert ce concours aujourd'hui. Puisque j'espère que la grandeur de Pratique le droit saura se perpétuer dans les années à venir et qu'on aura vraiment réussi à relancer la dynamique comme on voulait le faire. Et puis qu'on aurait aussi réussi aussi à marquer les esprits comme on voulait le faire et que les candidats poursuivront vraiment, continueront d'utiliser leur talent et de faire quelque chose de très beau comme ils savent aussi en faire.